Voilà, donc on a vu effectivement l'enseignement de Socrate, d'accord, donc une méthode effectivement de réflexion, hein, très connue, donc on appelle la maïeutique, on l'a largement expliqué. Alors, on a vu aussi l'allégorie effectivement de la caverne, hein, de comment Platon effectivement nous expose un petit peu la différence qui existe entre le monde sensible et le monde intelligible. Donc, le monde sensible, c'est le monde des sens, effectivement, notre monde, qui est en réalité une forme d'illusion, d'accord? Alors que dans le monde intelligible, effectivement, il se passe effectivement des choses plus concrètes, effectivement, donc qu'on peut définir comme étant le monde de la réalité. D'accord. Alors, on était donc sur la démarche cartésienne. Donc, démarche cartésienne qui est aussi très fondamentale, d'accord, en philosophie. On ne peut pas faire, entre guillemets, même de la philosophie sans voir Descartes. Donc, cartésienne, effectivement, il y a tout simplement Descartes. Alors, Descartes a écrit un ouvrage extrêmement important, et ça on l'a dit au tout début, d'accord, où il explique donc sa méthode, hein, un petit peu, et on peut même dire que c'est un des ouvrages révolutionnaires, d'accord, dans la pensée philosophique, hein, le cartésianisme. Bien. Alors, le livre effectivement s'intitule Discours de la méthode. Discours de la méthode. On l'a expliqué, hein? On l'a vu tout à l'heure, il me semble, un petit peu, Discours de la méthode. Alors, c'est un livre écrit donc, dans des circonstances aussi assez complexes. Alors, c'est vrai que très souvent, on passe très vite, hein? On ne nous explique pas très clairement, effectivement, le contexte, hein, dans lequel Descartes a écrit, effectivement, ce discours. Alors, mais il y a plusieurs explications. Enfin, quelques explications entre autres données par Descartes, mais aussi données effectivement par les autres penseurs. Alors pour Descartes, effectivement, il y a ce qu'on appelle les songes du 10 au 11 novembre 1619. Hein, 1619. Donc quand on parle de songes, effectivement, on parle de rêves. Hein. Donc Descartes, effectivement, hein, a fait des rêves, d'accord, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1619, et donc il reçoit comme une sorte de mission venue d'en haut, d'accord, venue de chez Dieu certainement, hein, pour voilà, donc c'est une forme de mission venue d'en haut, effectivement, pour éclairer le monde. Hein, donc entre autres, effectivement, c'est l'une des raisons effectivement qui explique effectivement ce discours. Mais il y a effectivement une autre explication, bien sûr, hein, beaucoup plus clair, hein, à mon avis, d'accord. C'est par rapport à ce qui s'est passé durant le procès effectivement de Galilée, d'accord. C'est-à-dire que vers 1600 effectivement 33, hein, d'accord, Galilée effectivement avait écrit un ouvrage, hein, Galilée avait écrit un ouvrage, d'accord, où avait effectivement développé plus ou moins une thèse, hein, donc c'est-à-dire la thèse héliocentriste, Mais il n'y a pas que Galilée, donc il y a eu Galilée, il y a eu pas mal aussi de penseurs, de philosophes qui sont de cet avis. Donc on peut citer Galilée, on peut citer également Copernic, hein, Galilée, Copernic. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour ces penseurs, ils ont développé, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport au Moyen-Âge, ce qui s'est passé avec la domination ou la toute-puissance de l'Église à cette époque. Donc il ne fallait pas développer des positions ou des thèses, d'accord, qui sont aux antipodes, hein, de ce qu'enseigne effectivement l'Église. Donc ici, ces penseurs avaient développé donc ce qu'on appelle l'héliocentrisme. C'est-à-dire pour eux, le soleil est au centre du monde. Voilà. Hein? Donc le soleil est au centre du monde. Alors que l'Église n'était pas d'accord. Pour l'Église, c'est pas pour l'Église, mais aussi pour les autres penseurs, hein, parce qu'en dehors de l'héliocentrisme, il y a ce qu'on appelle aussi le géocentrisme. Hein? Le géocentrisme. D'accord? Alors pour les géocentristes, ce n'est pas le soleil qui est le centre du monde ou qui est au centre du monde, mais c'est plutôt effectivement
c'est la Terre. Hein, donc c'est la Terre. Donc les géocentristes effectivement développent ce point de vue. Hein, mais l'Église également, à l'époque, effectivement, partageait effectivement ce point de vue. Parmi les géocentristes que l'on connaît, ou les plus célèbres qu'on peut citer, justement, il y a également Aristote. Hein? Aristote. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a Aristote, mais il y a également Ptolémée, hein? Le philosophe Ptolémée. Voilà. Donc pour ces gens, pour l'Église, effectivement, la Terre est le centre du monde. D'accord? Et donc, l'univers tourne plus ou moins autour, effectivement, ou le Soleil tourne autour de la Terre. D'accord? On a vu ici donc que Galilée, Copernic développent effectivement une thèse contradictoire, ou contraire, effectivement, à la position géocentriste, qui est tout simplement que le Soleil est le centre du monde. Donc, il avait écrit un ouvrage qu'on appelle le traité du monde. Le traité du monde et de la lumière. Hein? Traité du monde et de la lumière. Voilà. Alors Descartes ici développait donc une thèse qui se rapproche un petit peu effectivement de la thèse héliocentriste. Et donc ça pose problème. Hein, l'Église, effectivement, ça pose problème, il risquait d'être condamné. Il a vu que Copernic était condamné, Galilée était condamné. Alors, il renonce effectivement au traité. Il renonce au traité justement par stratégie, par intelligence. Et d'ailleurs, Descartes dit que Galilée manquait tout simplement de méthode. Hein, donc, pour Descartes, effectivement, Galilée manque de méthode. Parce qu'il avait une méthode, s'il avait une stratégie, un peu d'intelligence, hein, d'une certaine façon, il aurait dû renoncer, ou en tout cas reformuler effectivement sa position. Donc il renonce au traité de Descartes pour tout simplement écrire donc le discours de la méthode. Donc voilà en gros effectivement la vraie histoire, hein, plus ou moins de cet ouvrage. Donc ça c'est par rapport effectivement au contexte. Hein? Donc c'est par rapport au contexte pour expliquer un petit peu la démarche cartésienne. Donc il y a le contexte, hein, ou l'origine effectivement du discours de la méthode, hein, les circonstances dans lesquelles effectivement le discours est tout simplement écrit. D'accord? Donc ça c'est le contexte. Mais il y a quelque chose de plus important, enfin qui nous intéresse plus ici, c'est surtout effectivement la démarche cartésienne. Donc comme on l'a dit, effectivement, comme on l'a intitulé justement la démarche cartésienne. Hein, donc comment il fait pour rechercher la vérité. Parce que aussi le but du livre, hein, ce livre aussi a un but, hein, a un objectif. Donc l'objectif du discours de la méthode, c'est tout simplement, entre autres, hein, bien sûr, de trouver la vérité. D'accord? De développer une science sûre et certaine. Hein? Une science sûre et certaine, de trouver la vérité. Alors, par rapport à la démarche donc, hein, il commence par ce qu'on appelle justement le monde du livre. Hein? Le monde du livre. Le monde du livre. Alors, qu'est-ce que le monde du livre? Donc ici, il commence à étudier les différentes sciences, donc à lire effectivement des livres, à s'intéresser effectivement aux études, mais il sort tout simplement pas satisfait, d'accord, de cette expérience. Il dit qu'effectivement, il a découvert beaucoup de choses, d'accord, il a eu beaucoup d'informations, il a découvert tout simplement plusieurs sciences, hein, plusieurs matières, plusieurs disciplines, mais il est sorti plus ou moins insatisfait de cette recherche, hein, de cette quête. D'accord? Alors, il ferme le monde du livre pour ouvrir ce qu'on appelle le livre du monde. Hein? Le livre du monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par livre du monde? Le livre du monde, ce sont en gros les voyages. D'accord? Donc, c'est les voyages. Alors là, il part en voyage, il découvre effectivement les sociétés, il découvre les cultures, il découvre les modes de vie, il va donc de pays en pays, de ville en ville. D'accord? Il découvre effectivement plein de choses. Et c'est là même aussi hein, qu'il, entre guillemets, fait ce qu'on peut appeler plus ou moins une certaine découverte, c'est-à-dire le relativisme culturel. Donc savoir que les gens ont plusieurs vérités, donc plusieurs façons de voir le monde, plusieurs croyances.
Mais au final, comme dans la première phase, ici aussi, par rapport au monde du livre, à la deuxième phase, donc il sort aussi insatisfait. Donc il n'est pas content effectivement de cette recherche. En tout cas, il n'a pas trouvé la vérité, d'accord, qu'il cherchait à ce niveau. Alors ici, il passe donc à la troisième étape, c'est-à-dire, comme il le dit lui-même, hein, je le cite, la résolution de chercher la vérité en moi-même. D'accord? La résolution de chercher la vérité en moi-même. Donc, puisqu'il a ouvert le monde du livre, donc les études, les livres, les bouquins, mais il sort insatisfait. Alors, il ouvre le livre du monde, c'est-à-dire les voyages, effectivement, la découverte des peuples, des cultures. Et là aussi, il sort plus ou moins insatisfait. Alors, il décide de se tourner vers lui-même, c'est-à-dire les sens. Hein? Alors, quand on parle effectivement des sens, c'est lui, hein, la vue, le toucher, le goût, etc. Hein? Donc, les 5 sens qu'on a. Toujours pour chercher effectivement la vérité. Donc, ici, il sort insatisfait. Là aussi, alors là, il prend donc cette résolution à travers les sens. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce niveau? Il prend, on va prendre par exemple l'exemple d'un morceau de sucre. Donc, si vous prenez un morceau de sucre, la couleur, elle est blanche. Mais quand vous l'allumez, hein, quand vous le mettez effectivement au feu, vous allez voir que la couleur change. Hein, donc, ça peut virer au noir ou etc. Donc il dit qu'effectivement les sens, on ne peut pas se fonder justement sur les sens pour découvrir effectivement ou pour avoir la vérité. Hein? Puisque aussi nos sens nous trompent. Parce que la réalité qu'on voit peut changer. Alors que la vérité ne change pas. D'accord. Que ce soit donc par rapport au goût, le sucre, effectivement, si vous le prenez et que vous le goûtez, hein, si vous le brûlez, effectivement, le goût change. Donc tout ceci montre effectivement que nos sens, les 5 sens que je viens de citer, donc le toucher, l'ouïe, la vue, effectivement, ne sont pas fiables, d'accord, que ces sens également peuvent nous tromper. Donc là aussi, il sort insatisfait de cette expérience. D'accord, le livre du monde, le monde du livre, effectivement, les sens. Mais, comme il le dit, au moment même, d'accord, où il est enlisé, d'accord, dans l'océan du doute, hein, là aussi le doute revient, au moment même où il est enlisé, donc dans l'océan du doute, puisqu'il n'a pas trouvé la vérité, ni dans le monde du livre, ni dans le livre du monde, encore moins effectivement à travers ses sens. Et là, il est donc enlisé dans l'océan du doute, que jaillit ce qu'il appelle la première certitude. Hein, la première certitude, plus ou moins la première vérité. Hein, la première certitude ou la première vérité. Mais c'est quoi cette vérité? Alors pour Descartes, cette vérité, c'est tout simplement la conscience. Hein, donc c'est la conscience qu'il a de son propre état. Hein, donc c'est ici qu'il dit que je peux douter de tout, mais je ne peux pas douter du fait que justement je doute. Est-ce que vous voyez, hein? Donc le cogito, c'est ce qu'on appelle aussi également le cogito, hein, le cogito ergo sum. Donc il dit effectivement à ce niveau que j'ai douté, d'accord, donc à travers les expériences que j'ai eues, j'ai pas trouvé la vérité, d'accord, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la vérité, mais au moment où effectivement, où il était en train de tout remettre en cause, il découvre une réalité fondamentale, donc on appelle effectivement le doute, comme on l'a vu avec les penseurs précédents. Donc le doute comme, d'accord, vérité fondamentale. Donc il doute, et ce doute effectivement révèle quelque chose de très important, c'est son existence, c'est son être effectivement, hein, sa vérité en tant qu'être. D'accord? Donc c'est là où il dit je doute, hein, donc je suis, hein, et ça nous renvoie un petit peu à l'histoire effectivement de Jean-Paul Sartre, hein, donc dans l'existentialisme est un humanisme, l'existence précède l'essence, mais on reviendra effectivement sur ça. Donc c'est là effectivement, en gros, hein, donc dans la démarche cartésienne, c'est là où effectivement la question du doute intervient comme élément fondamental, hein, dans cette démarche. Mais c'est pas ça qui est important. C'est qu'ici, cette réflexion, effectivement, a permis à Descartes de découvrir quelque chose de très important, hein, c'est-à-dire la méthode. Hein, la méthode. Donc, ce livre, toutes ces recherches, effectivement, nous ont permis de développer une méthode. Hein, de son nom, donc, discours de la méthode. D'accord?
Alors, la méthode c'est quoi? C'est tout simplement une logique, hein, donc c'est une logique à suivre avec, avec 4 préceptes, donc une logique à suivre avec 4 préceptes.